Elle a accouché dans le coma. 70 jours d'inconscience, sans voix, sans choix. Pourtant, son cœur n'a jamais cessé de lutter. Si les histoires d'espoir, de survie et la force tranquille d'une mère vous touchent, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant et laissez ce voyage inoubliable se dérouler dans votre cœur. Émilie Harper avait toujours cru au calme. Elle croyait à la douce lumière matinale qui filtrait à travers les stores entr'ouverts, au tic-tac de l'horloge de la salle de classe pendant que les adolescents griffonnaient leurs devoirs, au bruissement des pages de la bibliothèque les après-midi pluvieux. Elle trouvait du réconfort dans l'ordinaire, dans la constance de sa ville natale de Colorado Springs, un endroit où la vie s'écoulait avec une douce prévisibilité. Elle avait enseigné la littérature anglaise au lycée de Northridge pendant près de 7 ans. Il y avait quelque chose de sacré pour elle dans le rituel consistant à ouvrir la porte de sa classe, à arroser la plante araignée près de la fenêtre et à écrire une citation du jour à la craie verte au tableau noir. Ses élèves l'appelaient Miss Harper, même après son mariage avec Mark. Elle n'insistait jamais sur « Madame ». Elle aimait que « Mademoiselle Harper » lui soit familière, comme un personnage de roman qui aurait toujours été là. La plupart du temps, elle portait de longs cardigans et des thermos de tisane à la camomille. Elle avait une voix patiente et une mémoire vive pour les vers. En sa présence silencieuse, même les élèves les plus turbulents trouvaient une raison de ralentir. Mark, lui, avait autrefois vécu à la limite du bruit. Ancien marine, il avait les épaules larges, le regard fixe et le calme d'un homme qui avait traversé des tempêtes et y avait survécu. Après son service, il rentra chez lui et devint ingénieur en mécanique, troquant les armes contre des turbines et le chaos contre l'ordre précis des machines. C'est là qu'il a rencontré Émilie, dans un café, après avoir renversé un expresso sur un livre qu'elle lisait. Elle a ri, non pas d'amusement, mais de surprise. Il était la première personne depuis des mois à perturber son monde avec autant d'audace. Leur cours n'a été ni précipité ni lente, elle s'est déroulée comme le changement des saisons. Ils sont tombés amoureux comme on s'installe dans une routine qui nous ressemble. Avec le temps, ils se marièrent dans une petite chapelle nichée entre les pins, entourés de quelques amis proches et d'une pluie menaçante qui ne tombait jamais. Ils s'installèrent dans une modeste maison à la sortie de la ville, avec une balancelle grinçante et un chat qui aimait faire la sieste au soleil, par terre. Mais leur plus grand rêve, celui dont ils étaient les plus proches et dont ils parlaient à voix basse, était d'avoir un enfant. Les années passèrent. Ils essayèrent, attendirent, espérèrent, perdirent. Les fausses couches survinrent comme des tempêtes soudaines silencieuses, cruelles, inexplicables. Émilie cessa d'écrire de la poésie durant ces années, ses journaux se raréfièrent. Mark, toujours stoïque, construisit un berceau à la main et le rangea, incertain s'il pourrait un jour contenir plus que de la poussière. Puis, un matin d'octobre, la bandelette de test devint rose. Émilie fixait les lignes, incrédule. Ses mains tremblaient. Elle s'assit par terre, le dos appuyé contre le carrelage froid, et pleura, mi-joie, mi-peur. Lorsqu'elle le dit à Mark, il resta silencieux un long moment. Puis il s'agenouilla, pressa son front contre le sien et murmura « On attend ensemble ». La grossesse n'a pas été facile pour Émilie. Ses nausées étaient incessantes les premières semaines. Elle a manqué plusieurs jours de cours, et les élèves ont laissé des post-it sur son bureau avec des gribouillages et des citations de Brontë et Dickinson. Mark a lu tous les livres qu'il a pu trouver sur les grossesses à risque. Ils ont tous deux retenu leur souffle à chaque rendez-vous chez le médecin, à chaque mouvement, à chaque battement de cœur enregistré sur un écran noir et blanc. Le soir, ils instauraient un nouveau rituel, Mark lisait à voix haute au bébé qui grandissait. D'abord des histoires classiques, puis des livres pour enfants, puis des comptines absurdes. Émilie pressait son ventre comme pour sentir leur enfant se tendre vers lui. Ils appelèrent le bébé en secret, Petit Haricot. Le surnom resta. À la 24e semaine, la chambre était peinte d'un vert sauge tendre. Le berceau que Mark avait caché fut ressorti, poncé et poli. Émilie crocheta de minuscules chaussettes d'une main tremblante, et Mark installa une boîte à musique qui jouait, clair de lune. Leur maison se préparait lentement et silencieusement à accueillir un nouveau venu. L'après-midi,
Émilie se tenait souvent près de la fenêtre de la chambre d'enfant, une main sur le ventre, l'autre sur le cadre, à regarder la lumière dorée s'étendre sur la pelouse. Elle murmurait des histoires à petits haricots, des histoires sur l'émerveillement, les forêts et l'importance de la gentillesse. Dans sa classe, elle enseignait Roméo et Juliette. Mais à la maison, elle imaginait des contes et des berceuses pour s'endormir. Elle était enceinte de 27 semaines quand c'est arrivé. Ce matin-là avait été calme, le ciel brillait d'une lumière automnale précoce, et Émilie revenait tout juste d'une consultation prénatale. Le médecin avait souri, dit que la croissance du bébé était régulière, son cœur battait fort. Émilie s'était arrêtée à la boulangerie et avait acheté des brioches à la cannelle, le bébé, plaisantait-elle, réclamait du sucre. Elle avait appelé Marc vers midi. Tout va bien, avait-elle dit. Je serai à la maison dans 20 minutes. Ce fut la dernière fois qu'il entendit sa voix pendant un long moment. Quelque part sur Franklin Avenue, un camion de livraison a grillé un feu rouge. Des témoins ont affirmé qu'Émilie n'avait rien vu venir. Sa petite berline a été percutée côté conducteur, a fait un tête-à-queue, puis a percuté un poteau électrique. À l'arrivée des secours, elle était inconsciente, saignait du cuir chevelu et son pouls était faible, il a fallu forcer la portière passager. Marc a reçu l'appel au travail. Il ne se souvenait plus comment il était arrivé à l'hôpital, seulement des fragments, le visage pâle d'une infirmière, l'odeur d'antiseptique, quelqu'un lui demandant de signer des formulaires de consentement d'une main tremblante. Émilie était en vie, mais à peine. Les scanners ont révélé un traumatisme crânien grave, un gonflement du lobe frontal et des signes de lésions axonales diffuses. Elle avait été placée dans un coma artificiel pour minimiser son activité cérébrale. Sa respiration était assistée par des machines. Et pourtant, un battement de cœur persistait à un rythme fort et régulier ou une seconde pulsation enfouie sous le chaos. Leur bébé était toujours en vie, toujours en train de se battre. Les jours suivants, Marc resta assis près de son lit, incapable de parler. Les médecins lui avaient dit que la grossesse ne pouvait être interrompue, ni l'accouchement du moins pas encore. L'objectif était de gagner du temps, quelques jours, puis quelques semaines. Laisser le bébé grandir dans le corps d'une femme qui ignorait qu'elle le portait. Il se remit à lire à voix haute mais cette fois, pas à Émilie, seulement à petits haricots doucement, tous les soirs. De la poésie, des contes de fées, des articles de presse, n'importe quoi. Sa voix emplissait la pièce stérile de chaleur. L'espoir, décida-t-il, était une discipline, pas un sentiment. La matinée de l'accident avait commencé, comme la plupart des matins, calme et prometteuse, chargée du doux poids de la routine. Le soleil se levait sans urgence, peignant d'un doré doux les toits de Colorado Springs. Émilie était debout depuis 6 heures, sirotant un thé à la menthe poivrée près de la fenêtre, une main posée sur son ventre qui s'arrondit tandis que le chat ronronnait à ses pieds. Elle avait un rendez-vous ce jour-là ou une routine, rien d'urgent. Son obstétricien avait prévu un contrôle pour surveiller la croissance du bébé et faire quelques analyses de sang. Marc avait proposé de prendre la matinée, mais Émilie avait insisté pour qu'il aille travailler. On est juste moi et petit haricot, avait-elle souri. On s'en occupe. Il l'embrassa sur le front avant de partir. Appelle-moi tout de suite, dit-il. Elle le promit. L'examen se déroula sans problème, le cœur du bébé battait fort et régulièrement, les mesures étaient dans les limites attendues. L'infirmière imprima même une photo de l'échographie et la tendit à Émilie avec un sourire. Votre petite a un sacré coup de cœur. Émilie glissa la photo dans son sac, s'arrêta dans une boulangerie sur le chemin du retour et prit 2 chaussons aux pommes. Une envie irrésistible, pensa-t-elle. Le bébé avait toujours faim ces derniers temps. Elle prit son temps pour conduire, laissant la radio diffuser un doux jazz tout en fredonnant à voix basse, une main posée sur son ventre, l'autre sur le volant. Elle ne vit pas le camion arriver. Il fonça à l'intersection de Franklin et Hay, 17 tonnes d'acier en mouvement. Feu rouge ignoré, freinage trop tardif. Il percuta le côté de sa voiture avec un fracas explosif, écrasant le panneau avant et faisant valser le véhicule contre un lampadaire. Le métal se tordit, le verre vola en éclats,
les airbags se déployèrent, une fumée blanche et des poussières chimiques enveloppèrent l'habitacle. Puis tout redevint silencieux. Des témoins se sont précipités vers l'épave en criant à l'aide. Quelqu'un a composé le 911. Un homme portant des gants de chantier a forcé la portière passager, appelant la femme inconsciente au volant. Émilie ne bougeait pas. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard. Ils ont stabilisé son cou, sectionné le métal tordu et l'ont soulevé avec précaution sur un brancard. Elle respirait faiblement, son pouls était faible. Du sang s'accumulait à la naissance de ses cheveux. Son ventre, toujours rond et proéminent, se soulevait et s'abaissait à un rythme fragile. Aux urgences, l'horloge semblait plus bruyante que d'habitude, bip, ordres aboyés, mains frottées à un brouhaha de fils, de perfusion, de scanners et de chiffres. Une équipe de traumatologie travaillait avec une concentration maximale. Une infirmière, fraîchement sortie de l'école mais prompte à réagir, plaça un moniteur fœtal sur l'abdomen d'Émilie. Il était là, un battement de cœur. Minuscule, féroce, inébranlable, une seconde vie dans un corps défaillant. Marc était en train d'inspecter une vanne hydraulique sur un modèle réduit d'éolienne lorsque son téléphone sonna. L'appel provenait d'un numéro qu'il ne connaissait pas. Il faillit ne pas décrocher, mais quelque chose ou un instinct paternel le poussa à répondre. La voix à l'autre bout du fil était calme, mais saccadée, habituée. Monsieur Harper, ici l'hôpital Mémorial. Votre femme, Émilie Harper, a été victime d'un grave accident de voiture. Son état est stabilisé. Nous vous recommandons de venir immédiatement. Le temps se déforma. Les sons se brouillèrent. Il se souvenait à peine d'avoir jeté ses outils, attrapé son manteau, les clés cliquetant, et d'avoir traversé le parking en courant. Son camion avait grillé 3 feux rouges, il ne s'était arrêté à aucun d'eux. À son arrivée à l'hôpital, ce fut l'odeur qui le frappa en premier, désinfectant, eau de javel, latex, panique. Une infirmière l'escorta dans une pièce calme et lui tendit un porte-bloc. « Elle est en chirurgie », dit quelqu'un. « Vous ne pouvez pas encore la voir. » Il fixa le jargon médical sur les formulaires de consentement et signa sans lire. Ses mains tremblaient, son cœur battait fort non pas d'adrénaline, mais d'effroi. Ce n'était pas réel. Quelques heures auparavant, elle riait dans la cuisine, le taquinant à propos de sa chemise sortie du pantalon. Il posa la question à laquelle il ne voulait pas de réponse. Et le bébé, l'infirmière hésita, puis hocha la tête. Toujours en vie. Toujours en vie. 2 mots, petits et insuffisants. Il ne promettait pas la sécurité. Il ne signifiait pas qu'elle se réveillerait. Il voulait seulement dire qu'elle ne partirait pas. Ils avaient trouvé une flaque de sang sous le crâne, une masse gonflée qui pressait lentement mais inexorablement contre les tissus délicats du cerveau. Un traumatisme crânien grave, comme le neurologue traitant l'a qualifié de lésion axonale diffuse, avec des signes de déviation de la ligne médiane, le genre de blessure qui ne guérit pas avec des points de suture ni avec le temps, mais avec le silence, le repos et l'obscurité contrôlée. Ils l'ont mise sous sédatif, l'ont intubé et ont ajusté les machines pour simuler la respiration et le rythme. Le neurochirurgien s'est adressé à Marc avec la gravité de quelqu'un qui avait déjà prononcé ce discours trop souvent. Votre femme est dans un état critique. Nous l'avons placée dans un coma artificiel pour minimiser l'activité cérébrale et réduire l'édème. Nous ne pouvons pas promettre de guérison. Cela pourrait prendre des jours, des semaines, voire plus. Marc écoutait en hochant la tête, les mains crispées sur ses genoux. Il ne posait pas de questions et il ne pouvait pas. Toute son énergie était concentrée sur sa position debout. « Et le bébé » demanda-t-il à nouveau, même s'il connaissait déjà la réponse. « Le bébé est stable pour l'instant », a déclaré le médecin. Son rythme cardiaque est élevé, mais il s'agit d'un cas extrêmement rare et complexe. Nous allons surveiller les 2 enfants de près, heure par heure. Et ainsi commença le long silence. Émilie gisait immobile dans l'unité de soins intensifs, entourée de fils et d'écrans, sa poitrine se soulevant et s'abaissant uniquement parce que les machines le voulaient. Le bip rythmique des moniteurs devint la seule musique de la pièce.
Les infirmières se déplaçaient autour d'elle avec un silence respectueux, murmurant son nom par habitude, non par attente. Marc était assis à côté d'elle, bougeant à peine, parlant doucement quand il trouvait les mots. Il apportait des livres et lisait à voix haute des passages qu'elle avait enseignés autrefois, Shakespeare, Whitman, Brontë. Il décrivit la lumière du soleil dehors, les feuilles qui viraient au rouge doré, la chambre d'enfant qui attendait à la maison avec son mobile inachevé et le berceau qui sentait encore légèrement le cèdre. Surtout, il parla au bébé. « Je sais que tu es là », murmurait-il en posant doucement une main sur son ventre. « Je sais que tu m'entends. Ta mère, c'est la meilleure personne que je connaisse. Elle adore les livres et les matins pluvieux. Et toi, surtout toi. » Chaque jour, quelqu'un venait vérifier le rythme cardiaque du fœtus. Chaque jour, il était toujours là, doux, stable, insistant. L'équipe obstétricale a élaboré un plan. Tant que le bébé resterait en bonne santé, ils attendraient. Chaque jour passé dans l'utérus augmentait ses chances de survie. L'objectif, 34 semaines. Un équilibre fragile, une course contre la montre en sursis. Marc commença à tout noter dans un petit carnet, le rythme cardiaque du bébé, la tension artérielle d'Émilie, les moindres changements, bons ou mauvais. Il devint un observateur attentif des nombres, des schémas, des probabilités. Cela lui donnait le sentiment d'être utile là où tant de choses lui échappaient. Les amis allaient et venaient. Les voisins apportaient de la nourriture à laquelle Marc touchait rarement. Des collègues lui envoyaient des SMS de soutien, mais il restait ancré dans cette pièce, aux côtés de la femme qu'il aimait et de la vie qu'ils avaient créée. Parfois, il se surprenait à fixer l'écran, le suppliant silencieusement de continuer à battre, de ne pas faiblir, de ne pas abandonner. Il y avait des nuits où l'espoir lui semblait comme un fil trop tendu. Il restait assis dans le noir, la tête appuyée sur le bord du lit, écoutant les deux métronomes du respirateur artificiel de sa femme et du cœur à naître de son enfant. Dans ces moments-là, il craignait de se réveiller dans une vie où ni l'un ni l'autre ne serait présent. Mais chaque matin, lorsque l'infirmière replaçait le moniteur fœtal sur le ventre d'Émilie, ce deuxième battement de cœur revenait discret mais puissant, un rappel, une promesse, une raison de rester. Les jours qui ont suivi l'accident se sont succédés comme des pages sans numéro. Aux soins intensifs, il n'y avait ni matin ni nuit, seulement un temps fluorescent dans le bourdonnement des machines. Émilie est restée dans un coma profond, artificiellement provoqué, son corps reposant sous des couches de couverture stériles, les paupières immobiles, les mains pâles et immobiles à ses côtés. Les moniteurs sonores surveillaient ses signes vitaux à un rythme incessant, comme une mélodie que seules les machines pouvaient entendre. Les médecins se déplaçaient autour d'elle avec une précision clinique, discutant des données à voix basse, observant les variations subtiles de la pression cérébrale, de la chimie sanguine et de l'oxygénation. Mais c'était le moniteur fœtal, celui placé sur la courbe délicate de son abdomen, qui semblait retenir l'attention de tous. Ce petit battement de cœur, ce deuxième battement de cœur, résonnait encore, avec force, dans un corps si immobile. Le bébé était vivant, il grandissait. C'était un mystère, un fragile miracle. Marc vivait dans un tourbillon d'heures. Il gardait un lit de camp dans le couloir, devant les soins intensifs. Il se douchait dans les vestiaires du personnel et ne mangeait que lorsqu'on le lui rappelait. Une infirmière nommée Claire lui apportait du café noir chaque matin sans sucre ni crème. Il ne se souvenait pas l'avoir demandé, mais il est quand même arrivé, chaud et patient. Chaque journée commençait par le même rituel. Les médecins examinaient les constantes d'Émilie, vérifiaient les signes de gonflement cérébral, la moindre réaction spontanée rien. Puis venait le bilan fœtal, sonde Doppler, analyse des ondes, pouls stable. Elle tient, disait-il, en parlant du bébé qui ne se développe pas, qui ne défaille pas, qui tient. Marc notait les jours dans un journal, un simple carnet noir avec une tranche effilochée. Premier jour, fréquence cardiaque du bébé à 142. Aucun changement dans le score GCS d'Émilie. Jour 2, stable. Jour 3, stable. Parfois, il ajoutait des notes personnelles, le poème préféré d'Émilie, un vers d'un livre qu'elle avait enseigné, un souvenir de leur lune de miel.
Il voulait croire qu'elle l'entendrait peut-être quelque part sous les couches de sédation et de silence. Le 4e jour, il apporta une petite enceinte Bluetooth et la plaça près de son oreiller. Il fit écouter des enregistrements de ses lectures à ses élèves. Sa voix emplissait la pièce, calme, chaleureuse, d'une patience infinie. Il observa son visage tandis qu'elle jouait, espérant un tressaillement, un sillon, un battement de cœur. Il n'y en eut aucun, mais le bébé donna des coups de pied. Le 6e jour, la même chose se reproduisit, une petite bosse sur son ventre, visible même sous le fin coton de la blouse d'hôpital. Marc resta figé. Il posa sa main là, juste sous la courbe, et attendit. Un autre coup. Il sourit le premier vrai sourire depuis l'accident. « Tu es toujours là », murmura-t-il. « Toi et ta mère. » L'équipe d'obstétrique la surveillait de près. Prudente, elle était intriguée. Le bébé avait maintenant plus de 28 semaines, prenait du poids et présentait des signes de développement pulmonaire. Ils ajustèrent soigneusement le traitement d'Émilie, suffisamment pour gérer son état, mais sans perturber le développement du fœtus. Un spécialiste néonatal est venu informer Marc des conséquences possibles, prématurité, détresse respiratoire, risque neurologique. Il a hoché la tête, assimilant chaque mot comme un évangile. Mais dans son esprit, le bébé avait déjà survécu à plus que les statistiques ne pouvaient l'expliquer. À la fin de la 2e semaine, le personnel des soins intensifs a commencé à parler différemment, non pas avec optimisme, mais avec moins de morosité. Il y avait désormais un rythme, un équilibre fragile, une tendance dans l'inconnu. Marc a continué à lire des livres pour enfants d'abord, puis des romans, puis des articles scientifiques trouvés en ligne. Il lisait comme si c'était de l'oxygène pour la pièce. Il lisait jusqu'à ce que sa voix se brise et que ses paupières s'affaissent. Quelque part dans son esprit, Émilie entendait chaque mot. Il commença à parler au bébé plus posément. « Petit haricot », disait-il, utilisant le nom qu'Émilie lui avait un jour murmuré à l'oreille. « Ta mère est une battante. Je pense que toi aussi. Alors on va tenir le coup, tous les trois. » Dehors, le monde continuait son cours. L'automne se faisait plus froid, les feuilles tombaient, la neige flirtait avec les crêtes des montagnes. Mais dans cette chambre d'hôpital, le temps ne se mesurait qu'en battements de cœur aux deux d'entre eux, l'un, régulier et lent, entretenu par des machines, l'autre, plus rapide, plus récent, empli d'une insistance silencieuse. Le soir du 24 décembre, à sa 34e semaine de grossesse, la tension artérielle d'Émilie a grimpé en flèche. Les moniteurs ont signalé une escalade rapide, chiffres rouges clignotants, tonalité d'alerte de plus en plus aiguë. Les infirmières sont intervenues rapidement. Une équipe s'est constituée. Les signes étaient sans équivoque, prééclampsie. Danger pour la mère. Danger pour l'enfant. La décision fut prise rapidement, une césarienne d'urgence était programmée dans l'heure. Marc fut rapidement informé, son consentement obtenu d'une main tremblante. Il regarda le corps inconscient d'Émilie descendre le couloir, entouré d'une équipe de spécialistes. Le silence régnait dans le couloir, à l'exception du bruit des roues sur le linoléum et du grésillement des radios. Une infirmière lui serra doucement le bras. « Elle est entre de bonnes mains », murmura-t-elle. Le bloc opératoire baignait dans une lumière fluorescente froide. Émilie gisait immobile sous des draps stériles, des machines la soufflant, un ruban anesthésiant bleu appliqué sur sa peau. L'équipe chirurgicale travaillait avec un calme concentré. Et puis, peu après 2h17, un cri aigu, soudain, indéniable. Une fille, 1,14 kg, le visage rouge, les poings serrés, pleurant avec les poumons de celle qui attendait. Au-Parpère est venu au monde sous des lumières stériles et un ciel incertain. Son nom avait été choisi bien avant, murmuré entre deux personnes dans l'obscurité de l'incertitude. Maintenant, il résonnait avec clarté. Marc l'aperçut à travers une fenêtre de l'unité de soins intensifs néonatale. Elle était minuscule, aussi petite qu'elle tenait dans le creux de son bras, mais sa respiration était régulière, sa peau rouge de vie. Il pressa son front contre la vitre et expira une prière silencieuse. Émilie resta immobile.
Elle ne broncha pas aux pleurs de sa fille. Elle ne scia pas sous le voile de la sédation. Les machines continuèrent leur travail. Ce matin-là, Marc était assis à côté d'elle, tenant le coin de l'échographie qu'elle avait rangé dans son sac des semaines auparavant. 3 jours passèrent. Hope s'adaptait au monde extérieur, maintenue dans une couveuse à température contrôlée, sous étroite surveillance pour déceler tout signe de détresse. Elle tétait lentement, mais son état semblait prometteur. Les infirmières ont noté son poids, ses réflexes et ses signes vitaux. Le 3e matin, une infirmière en néonatologie remarqua quelque chose d'inhabituel. La blouse d'hôpital d'Emily était humide. Le tissu près de sa poitrine présentait de légers cercles qui s'étendaient. Elles vérifièrent les tubulures, aucune fuite. Puis, avec une surprise discrète, elles réalisèrent qu'elle allaitait. Personne ne s'y attendait. Sans les signaux hormonaux d'un travail conscient, sans le stimulus physique de l'accouchement ni le contact peau à peau, le corps d'une femme dans le coma avait reconnu qu'elle était devenue mère. La nature s'était souvenue du traumatisme subi. Après consultation, l'équipe médicale a décidé de mettre en place un protocole d'alimentation. Une infirmière plaça soigneusement Hope contre la poitrine de sa mère. Elles soutinrent la tête du nourrisson, guidèrent sa bouche et attendirent. Hope prit le sein un instant, petit et profond. Le bébé tétait lentement, ses petites mains posées contre la peau d'Emily. Le silence régnait dans la pièce, comme si personne n'osait rompre le charme. Quelque chose se produisit. Les machines ont montré un changement subtil. Rien de dramatique, juste une légère augmentation du rythme cardiaque d'Emily, une brève fluctuation de sa tension artérielle. L'infirmière de garde l'a noté, guettant d'autres signes. Le lendemain, cela s'est reproduit, puis le surlendemain. Chaque matin, Hope était amenée, délicatement placée contre le corps immobile de sa mère. Elle tétait, blottie contre elle, les yeux fermés, et à chaque fois, les constantes d'Emily réagissaient légèrement, mais régulièrement. Le 7e jour, ce fut différent. Hope venait de finir de téter lorsque l'infirmière remarqua un tressaillement. Les doigts d'Emily, sa main droite posée sur la couverture, bougèrent. Pas un spasme, mais une contraction délibérée, une simple flexion. L'infirmière se figea, observant. Un instant plus tard, le phénomène se reproduisit. Un 2e doigt se joignit au mouvement, puis la main se relâcha. Les machines restèrent immobiles. Les yeux d'Emily ne s'ouvrirent pas, mais quelque chose avait changé au plus profond d'elle-même. Au-delà de la sédation et du silence, quelque chose s'était produit. On appela le neurologue. Des examens furent prescrits. Des tests de réflexe furent effectués. Emily ne répondit pas aux sollicitations verbales, mais le mouvement était réel, coordonné, contrôlé. Marc fut appelé dans la pièce. Il lui prit la main, la tint, attendit. Rien. Puis une légère pression douce, faible, mais indéniable. Il s'agenouilla près d'elle, les yeux humides d'incrédulité. « Tu l'as senti » murmura-t-il. « Tu sais qu'elle est là. » Dehors, la neige avait commencé à tomber sur Colorado Springs, se déposant comme un souffle sur les toits et les trottoirs. Dans la pièce où le temps s'était figé, quelque chose s'éveillait. Cela commença par de petits mouvements, un frémissement de paupières, un léger mouvement de tête, le genre de mouvement qu'on pourrait prendre pour involontaire, mais qui ne l'était pas. Les infirmières en avaient vu assez pour faire la différence. Après avoir serré la main de Marc pour la première fois, elles observèrent Emily plus attentivement. Ils ont légèrement réduit sa sédation, juste assez pour permettre à son corps de trouver son propre rythme. Sa respiration s'est accélérée, moins dépendante du respirateur. Son pouls est stabilisé. Toujours pas de mots, toujours pas de conscience, mais la machine silencieuse de son corps recommençait à ronronner. Le 2e jour, ses yeux ont cligné des yeux. Juste une seconde, le temps que l'infirmière en chef se fige au milieu de son examen. Elle s'approcha, prononça le nom d'Emily. Aucune réponse. Mais plus tard, pendant l'alimentation de Hope, le même mouvement se reproduisit, bref, léger et manifestement conscient. L'équipe discuta.
Ce n'était pas un retour complet à la conscience, mais c'était le début. En termes neurologiques, ils appelaient cela une réponse à un stimulus externe. En termes humains, c'était l'espoir rendu visible. Marc restait à ses côtés à chaque quart de travail. Il continuait à lire, à parler parfois de bêtises, parfois de souvenirs. Il décrivait l'odeur d'eau après le bain, les douces boucles qui commençaient à se former au sommet de sa petite tête, son étrange aversion pour les chaussettes. Il apporta des vêtements pour bébé et les déposa au pied du lit, comme si l'odorat et la mémoire pouvaient atteindre des endroits inaccessibles aux médicaments. Le 5e matin, une infirmière tenait au pas quelques centimètres du visage de sa mère. Le bébé était alerte, les yeux écarquillés et perçants. Elle laissa échapper un cri aigu qui résonna dans l'espace exigu des soins intensifs. Émilie tressaillit, les sourcils froncés non pas de douleur, ni par réflexe, mais comme si quelque chose au fond d'elle-même s'était agité à ce son. Ses yeux se déplaçaient sous ses paupières closes, suivant son chemin. L'infirmière se pencha et murmura, « Allez, Émilie. Ton bébé t'appelle. » Le lendemain, Émilie ouvrit les yeux pas tout grands, pas complètement, mais suffisamment. Le blanc des yeux était strié de rouge, les pupilles floues, mais elles étaient ouvertes. Elle cligna des yeux une fois, puis une autre fois. Marc fut immédiatement appelé. Il entra dans la pièce, le cœur battant, incertain de ce qu'il allait trouver. Un instant, elle fixa le vide, sans le reconnaître, seulement une observation vague. Puis son regard se posa, se fixa, leurs regards se croisèrent. Cela dura moins de 3 secondes, un éclair, mais en ces secondes tout changea. Marc tomba à genoux près du lit, les larmes aux yeux. Il ne parlait pas, il ne pouvait pas. Il se contentait de la fixer, souhaitant qu'elle reste avec lui, qu'elle continue de la regarder. Émilie ne parlait pas, ne souriait pas, mais son regard ne s'égarait pas. Il restait immobile. Le personnel médical était prudent. Ils rappelèrent à Marc de ne pas trop espérer, trop tôt. La conscience ne signifiait pas toujours la mémoire. La guérison serait lente, inégale, incertaine. Mais rien de tout cela n'avait d'importance sur le moment, car elle était revenue, juste un peu assez pour le voir, assez pour voir la lumière. Plus tard dans la soirée, Hope fut de nouveau placé dans les bras de sa mère. Cette fois, son corps berçait le bébé différemment. Son bras était légèrement plié, sa main se plaçait plus naturellement sous le dos de Hope. Il n'y avait aucun mouvement conscient, mais l'étreinte avait changé. Elle n'était plus passive. La respiration d'Émilie se synchronisait avec celle de sa fille. Chaque inspiration et expiration était une conversation silencieuse. Elle n'avait pas besoin de parler. Son corps se souvenait de son rôle. Dehors, la neige collait encore aux vitres, et les guirlandes de Noël clignotaient faiblement dans la cour de l'hôpital. À l'intérieur, dans une pièce autrefois peuplée uniquement de machines et d'immobilité, il y avait maintenant autre chose, la présence. Au cours des 48 heures suivantes, les yeux d'Émilie s'ouvrirent plus fréquemment. Au début, ils restèrent flous, errant sans but dans la pièce, mais peu à peu, ils commencèrent à se fixer sur des choses, la lumière, le mouvement, les visages. Quand Marc parla, elle cligna des yeux. Quand Hope pleurait, ses pupilles se dilataient légèrement. Une infirmière effectua un test de réflexe et remarqua qu'Émilie tournait légèrement la tête vers la source du bruit. Le neurologue appelait cela un suivi intentionnel. C'était le premier signe visible que son esprit commençait à se reconnecter à ses sens. L'équipe médicale ajusta à nouveau son traitement, diminuant encore la sédation, lui permettant de reprendre pleinement conscience. Les réglages du respirateur furent baissés. Émilie commença à respirer partiellement par elle-même. Son visage, autrefois inexpressif, commença à montrer des signes de mouvement, non pas des sourires, ni des froncements de sourcils, mais des scintillements. Les sourcils froncés, les paupières s'allongeant, les lèvres légèrement entr'ouvertes lorsque Marc parlait. Toujours pas de mots, toujours pas de souvenirs, mais le silence semblait différent, non pas vide, mais plein d'attente. Un après-midi, Marc apporta un album photo. Il le tint ouvert à côté d'elle, les vacances, leur mariage, la première échographie.
Il ne savait pas si elle comprenait, mais il parla quand même. C'est nous, dans le Maine, dit-il en désignant une photo où elle se tenait au bord de la mer, riant, les cheveux emmêlés par le vent. Tu m'as dit que l'océan te donnait une impression d'infini. Émilie ne répondit pas, mais lorsqu'il tourna la page et découvrit une photo d'elle enceinte devant la chambre d'enfant, son regard s'attarda. L'espace d'un instant, Hope fut amenée dans la chambre ce soir-là. Elle avait repris des forces, ses joues étaient plus pleines, ses cris plus forts. Les infirmières avaient cessé d'utiliser la couveuse pour de courtes visites, la laissant rester peau à peau avec Émilie aussi souvent que possible. Cette fois, alors qu'elle déposait délicatement Hope dans les bras de sa mère, quelque chose changea. Le regard d'Émilie se posa sur le bébé non pas au-delà d'elle, ni à travers elle, mais vers elle. Puis, une larme coula du coin externe de son œil, lente et délibérée non pas causée par la sécheresse ou l'irritation, mais par quelque chose de plus profond, une conscience, un frémissement. L'infirmière debout à côté d'eux haleta doucement. Marc s'avança, agrippant la barrière du lit. « Émilie, murmura-t-il. Tu la vois, n'est-ce pas ?» Il n'y eut pas de réponse, mais ses doigts se contractèrent à nouveau, cette fois en serrant doucement le petit poignet de Hope. Hope ne pleura pas. Elle resta immobile contre sa mère, au chaud et en paix, son cœur battant doucement au rythme de celui qui était sous son oreille. Le neurologue a examiné les images. Elle évolue vers une conscience minimale, a-t-il déclaré. Prudent, mais encouragé. C'est encore tôt, mais c'est là. Une kinésithérapie a été prescrite. Une orthophoniste a effectué sa première consultation. Le plan était simple, tester les réflexes, encourager les réponses de base, et entamer le long chemin vers le retour à la cognition. Marc était présent à chaque séance. Il aida Émilie à se relever lorsque le thérapeute essaya de la redresser quelques secondes. Elle vacillait, les yeux hébétés, les muscles affaiblis par le manque d'exercice, mais elle ne résista pas. Elle suivait du regard. Sa respiration était synchronisée. Chaque effort était accueilli avec fatigue, parfois confusion, mais jamais panique. Son regard en coin quand elle réfléchissait. Sa façon de tenir la tête d'Hope d'une main et de lisser la couverture de l'autre. Le monde avait changé, mais pas ses gestes. Un soir, après une longue journée de thérapie et de repos, Marc apporta un livre au chevet d'Émilie non pas pour qu'elle le lise, mais pour qu'elle le tienne. Ce n'était ni un roman ni un album photo. C'était son carnet, couverture noire, coins effilochés, celui qu'il avait commencé le jour de l'accident, celui dans lequel il avait écrit chaque soir pendant ses 70 jours de silence. Il le posa sur ses genoux. « C'est pour toi, dit-il. » Émilie baissa les yeux sur le livre, ses doigts en caressèrent le bord. « Je t'ai écrit, poursuivit-il. Chaque soir, je ne savais pas si tu le lirais un jour, mais il fallait bien que je te garde ici. » Elle ouvrit la première page. L'écriture était serrée, légèrement penchée, parfois maculée par ce qu'elle apprendrait plus tard être des larmes. Premier jour. Vos mains sont froides. Les médecins disent que vous dormez, mais ce n'est pas comme si vous dormiez. Je continue à vous parler, car je ne sais pas quoi faire d'autre. Elle tourna la page. Septième jour. Le bébé a donné un coup de pied ce soir. Je l'ai senti sous ta robe, un léger coup. J'ai posé ma main et j'ai attendu. C'est arrivé à nouveau. Je crois qu'elle sait que nous sommes toujours là. Une autre page. Jour 16. J'ai fait écouter votre enregistrement du lapin en velours au bébé. Je jure qu'elle a bougé quand vous avez dit, tu n'es pas fait pour être réel. C'est une chose qui t'arrive. Émilie lisait en silence. Page après page, l'encre devenait plus confuse. Les mots étaient plus courts, parfois plus désespérés, parfois emplis d'un espoir si vif qu'il était douloureux de le retenir. Jour 38. Je ne sais pas si tu le sens, mais je te tiens la main quand même. Notre fille a tes doigts. Elle les recourbe quand elle dort. Ses lèvres tremblaient. Les larmes lui montaient aux yeux. Elle continuait à lire. Jour 53.
J'ai rêvé que tu ouvrais les yeux et que tu riais. Je me suis réveillé en pleurs. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Des rêves, de l'espoir, mais j'y crois encore, même si ce n'est que dans cette pièce. Ses mains tremblaient alors qu'elle tournait la page suivante. Jour 70. On vous emmène en chirurgie ce soir. Le bébé ne peut plus attendre. J'ai plus peur que jamais, mais je serai là pour vous deux, quoi qu'il arrive. Elle referma le carnet. Ses épaules tremblaient, les larmes coulaient doucement, lourdement. Marc ne bougea pas. Il s'assit à côté d'elle, la main sur son genou, la laissant se débrouiller seule. Elle pressa le livre contre sa poitrine comme pour l'absorber. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Sa voix était rauque, presque méconnaissable. Je ne savais pas que tu étais là. Je ne suis jamais parti, dit doucement Marc. Je ne voyais rien. Je ne ressentais rien. Mais elle toucha sa tête, puis son cœur. Mais quelque chose me retenait. Toi, murmura-t-elle en regardant Hope dans le berceau à côté. Tu m'as tenu dans tes bras. Hope s'éveilla dans son sommeil, poussa un léger soupir et se tourna vers la voix de sa mère. Émilie tendit la main et toucha la petite main de sa fille. Pendant un long moment, elle resta silencieuse, s'accrochant simplement. Plus tard dans la nuit, seule dans le silence, Émilie était assise contre son oreiller, le carnet toujours posé sur ses genoux. Elle regarda Hope, qui dormait paisiblement, puis Marc, qui s'était endormi dans le fauteuil à côté d'eux. Je me souviens, dit-elle d'une voix à peine audible. Je me souviens d'avoir été aimée. Ce n'était pas tout, sa mémoire était incomplète. Il restait des espaces vides, des jours perdus dans le brouillard. Mais c'était ça, c'était la partie qui comptait, celle qui ne la quittait jamais. Tout a commencé par une simple note de journal. Émilie était assise près de la fenêtre du centre de rééducation, une couverture sur les jambes, un stylo à la main qui tremblait encore lorsqu'on le tenait trop longtemps. L'air était frais, la lumière douce. Hope faisait la sieste non loin de là, dans un berceau portable, ses petits poings se levant et s'abaissant à chaque respiration. Marc était assis de l'autre côté de la pièce, lisant un journal, levant parfois les yeux pour vérifier comment ils allaient tous les deux. Le thérapeute d'Émilie lui avait suggéré d'écrire de courtes réflexions pour l'aider à se remémorer ses souvenirs. Mais ce qui se déversait sur la page était plus que de simples souvenirs, c'était du chagrin, de la gratitude, de la peur, de l'émerveillement. C'était le récit de quelque chose qu'elle n'avait pas vécu au sens traditionnel du terme, mais qu'elle avait néanmoins enduré. Elle intitula la première page, 70 jours de silence. Chaque matin, elle écrivait un peu plus. Elle demandait à Marc de lui rapporter son carnet, celui qu'il avait rempli pendant son coma. Elle lisait quelques passages chaque soir avant de se coucher, puis essayait d'écrire ce que ces moments avaient pu lui inspirer, même si elle ne s'en souvenait pas vraiment. Elle décrivait des rêves qu'elle croyait avoir faits, des sentiments qu'elle ne pouvait expliquer. C'était un patchwork, incomplet, mais c'était le sien. Au bout de quelques semaines, le journal atteignit plus de 100 pages. Marc le lut tranquillement un soir et la regarda avec un regard neuf. « Tu devrais partager ça, dit-il. » Émilie secoua d'abord la tête. « C'est trop personnel. »« C'est pour ça que c'est important, » a-t-il déclaré. « Il ne s'agit plus seulement de nous. » À ce moment-là, Hope était devenue une célébrité discrète à l'hôpital. Les infirmières des autres étages venaient juste pour la voir sourire. Elle l'appelait la petite lumière. Son histoire avait commencé à circuler, d'abord par murmure parmi le personnel, puis sous la forme d'un court billet de blog écrit par une infirmière de nuit. En quelques jours, la publication avait été partagée des centaines de fois. Un journaliste d'un journal local l'avait contacté, puis une chaîne d'information régionale, puis le producteur d'une émission matinale nationale. Émilie hésitait. Elle ne souhaitait pas devenir un symbole ni voir son traumatisme transformé en slogan, mais Marc lui rappelait quelque chose qu'elle avait écrit dans son journal. L'espoir n'est pas réservé qu'à ceux qui survivent. Il est aussi réservé à ceux qui attendent encore dans le noir.
Elle accepta le premier entretien à une condition, lire ses propres mots. Ils le filmèrent dans une salle ensoleillée du centre de désintoxication. Émilie portait un pull bleu pâle, les cheveux tirés en arrière, aube blottie sur ses genoux. Marc était assis à côté d'elle, lui tenant la main. Sa voix était encore rauque par moments, mais elle était assurée. Elle lut le journal, décrivant le jour de la naissance de Hope, le moment où elle bougea ses doigts pour la première fois, le moment où elle ouvrit les yeux et revit Marc. L'émission a été diffusée un mercredi matin. Dès midi, les messages ont commencé à affluer. Une femme de Chicago a écrit « J'ai perdu mon mari suite à une lésion cérébrale. Votre histoire m'a apporté une paix dont j'ignorais le besoin. » Une infirmière de néonatologie de l'Oregon a envoyé un courriel « J'ai vu des bébés se battre, mais je n'en ai jamais vu un se battre pour sa mère comme ça. » Un ancien marine a envoyé un message simple « Merci de m'avoir rappelé à quoi ressemble l'amour après la guerre. » L'histoire est devenue virale. Les médias l'ont reprise dans tout le pays. Un producteur de podcast a demandé une interview. Émilie a refusé la plupart des demandes, choisissant uniquement ce qui lui semblait juste. Elle ne construisait pas une marque, elle honorait une vérité. L'espoir grandissait sans cesse. Au printemps, elle rampait, babillait, se hissait sur les meubles. Son rire emplissait les recoins autrefois silencieux de leur maison. Chaque étape franchie lui semblait un chapitre qu'Émilie n'était pas certaine de pouvoir vivre. Marc a repris le travail à temps partiel. Émilie est restée à la maison, poursuivant sa kinésithérapie, écrivant entre les tétés et les siestes. Elle a décidé de transformer son journal en un court livre, pas vraiment un mémoire, plutôt une lettre à ceux qui vivent cet entre-deux, les nuits à l'hôpital, les salles d'attente, les silences qui durent toute une vie. Elle l'a intitulé « Health ». Dans la préface, elle a écrit « Ce n'est pas une histoire de miracle. C'est une histoire de persévérance. Quand on ne sait pas ce qui va suivre, quand le monde n'a plus de sens, quand notre corps oublie comment bouger, mais que notre cœur se souvient comment espérer. » Le livre s'est vendu modestement, mais les lettres continuaient d'affluer, de mères, d'anciens combattants, de personnes qui n'avaient jamais été dans le coma, mais qui avaient connu la sensation d'être perdues et retrouvées. Émilie fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence locale sur le rétablissement post-traumatique. Elle se tenait à l'estrade, son discours écrit en gros caractères, les mains encore légèrement tremblantes. Elle regarda le public, thérapeutes, infirmières, familles comme la sienne, mais comment ça, avant, je pensais que se réveiller signifiait ouvrir les yeux. Maintenant, je sais que cela signifie ouvrir à nouveau sa vie. Elle ne parla pas longtemps, elle n'en avait pas besoin. Sa présence, sa voix, sa fille assise au premier rang, tout cela parlait plus fort que des mots. Après la discussion, une jeune femme s'est approchée d'elle en larmes. « Mon frère est dans le coma », a-t-elle dit. « Tu crois qu'il nous entend ?» Émilie lui prit doucement la main. « Je ne sais pas ce qu'il entend », a-t-elle dit. « Mais je crois qu'il ressent de l'amour, et cela pourrait suffire à le retenir ici. » Plus tard dans la nuit, Émilie et Marc étaient assis sur leur porche, Hope endormis dans un porte-bébé entre eux. Le ciel au-dessus de Colorado Springs était parsemé d'étoiles. Une brise bruissait dans les pins. « Tu as déjà pensé au chemin parcouru ?» demanda Marc. Émilie acquiesça. Chaque jour. Il n'avait pas besoin d'énumérer les étapes importantes, il les vivait. Pas seulement les premiers mots et les premiers pas, mais le courage silencieux qu'il fallait pour rester assis, attendre, croire en quelque chose sans preuve. Leur histoire était devenue plus qu'une simple histoire de survie. C'était une offrande, un rappel que même dans l'obscurité, quelque chose grandit. Cet espoir n'est pas une lumière que l'on trouve, c'est une lumière que l'on porte en soi. Le parc était calme ce matin-là. C'était le début du printemps, l'air qui conservait encore un soupçon d'hiver, mais pas assez pour piquer. L'herbe était humide de rosée. Le soleil filtrait à travers les branches qui commençaient à bourgeonner. Le monde semblait s'éveiller, comme Émilie l'avait fait ces derniers mois, prudente, tendre et pleinement vivante. Hope avançait d'un pas chancelant, ses chaussures grinçant doucement sur le chemin. Elle venait tout juste de découvrir comment marcher sans se tenir aux meubles,
et cette découverte lui donnait un besoin infini de mouvement. Ses bras se balançaient pour garder l'équilibre, ses boucles rebondissant à chaque pas. Elle riait fort et ouvertement, comme si rien au monde ne pouvait jamais aller de travers. Émilie la suivait à distance, d'un pas lent mais régulier. Elle n'avait pas besoin de sa canne ce jour-là, pas pour marcher. Ses foulées étaient plus courtes qu'avant, mais fermes et déterminées, son corps, autrefois fragile et incertain, répondait maintenant avec une assurance tranquille. Chaque mouvement était un miracle silencieux, même si elle ne les considérait plus comme tels. Il lui appartenait désormais. Marc était assis sur un banc à quelques mètres, un café à la main, et les observait tous les deux. Aube courut, puis s'arrêta, puis reprit sa course. Elle bifurqua à gauche vers un parterre de fleurs, se pencha pour examiner un pissenlit, puis leva les yeux vers sa mère, les yeux écarquillés d'invitation. Émilie s'accroupit à côté d'elle, lentement et prudemment, cueillant un deuxième pissenlit. Elle montra à Aube comment souffler dessus ou comment les graines se dispersaient au vent comme de minuscules parachutes. Aube observa, fascinée, puis essaya à son tour. Le duvet collait à ses lèvres, elle riait en prit encore. C'était un moment si simple, mais Marc sentit sa gorge se serrer. Il n'y a pas si longtemps, cela semblait impossible. Chaque jour se résumait à des bips, des graphiques et des pronostics murmurés. Une promenade au parc était non seulement improbable, mais inimaginable. Émilie se releva, effleura son jean des mains et tendit les bras. « Viens » appela-t-elle. Aube sourit et s'éloigna, ses pieds martelant maladroitement le sentier. Pas rapide, pas coordonné, mais déterminé. Émilie se mit à courir doucement derrière elle, un rire jaillissant de ses lèvres comme si quelque chose avait attendu toute sa vie pour s'échapper. Elle courut haut en tête, poussant des cris de joie, Émilie poursuivant ses pas, accélérant à chaque respiration. Marc se tenait là, le café oublié, les mains baissées le long du corps, les doigts crispés par le souvenir. Il regarda les deux êtres qu'il aimait le plus au monde bouger ensemble, pas de machine, pas de fils, pas de peur, juste le mouvement, juste la lumière du soleil, juste la vie. Aube trébucha et tomba à quatre pattes. L'espace d'une seconde, elle parut stupéfaite. Puis elle se retourna, vit sa mère arriver et éclata de rire. Émilie ralentit, se pencha et la souleva. « Tu vas bien ?» murmura-t-elle en repoussant l'herbe de la joue d'Aube. « Tu es forte. » Aube entoura le cou d'Émilie de ses bras, puis se tortilla pour qu'on la repose. Émilie s'exécuta. La petite retomba sur ses pieds, après un instant de vacillement, repartit. À mi-chemin, elle s'arrêta. Elle se retourna, regarda sa mère et lui tendit la main. Émilie s'avança vers elle et la prit. Elles firent encore quelques pas ensemble, jambes courtes à côté de longues, doigts entrelacés. Puis Aube la lâcha, retrouvant son équilibre. Elle courut devant, les bras tendus vers un groupe de canards près de l'étang. Émilie resta immobile un instant, le souffle coupé. Ce n'était pas seulement la course. Ce n'était même pas la main qui tenait la sienne. C'était le regard en arrière. Aube s'était souvenu de regarder en arrière. Pendant des mois, c'était Émilie qui rattrapait son retard, celle qui était en retard, en quête de guérison, de souvenirs, de l'avenir de sa fille. Mais dans ce petit geste, dans ce mouvement de tête d'un tout petit, quelque chose avait basculé. Elle n'était plus derrière, elle était à côté. Marc s'approcha doucement et passa un bras autour de ses épaules. « Elle est rapide, dit-il. » Émilie hocha la tête. « Plus rapide que moi. » Il sourit et l'embrassa sur la tempe. « Tu y es arrivé. » Ils regardèrent Aube tenter de suivre un canard dans l'eau, puis retomber sur ses fesses en poussant un cri de surprise. Émilie rit. « On devrait peut-être aller la secourir, un jour. » Marc a dit, « Laisse-la d'abord comprendre. » Ils restèrent donc ensemble, regardant leur fille assise dans l'herbe mouillée, frappant des mains et agitant des pieds comme si le monde lui appartenait. Et d'une certaine manière, c'était le cas non pas parce qu'elle avait survécu à l'impossible, mais parce qu'elle vivait désormais pleinement et sauvagement, sans avoir conscience de la douleur qui avait précédé son premier souffle. Émilie se pencha,
ramassa un petit caillou au bord du chemin et le fit rouler entre ses doigts. Il y a eu tant de jours, dit-elle doucement, où je pensais ne plus jamais la tenir debout, ni rire, ni la poursuivre. Marc la regarda. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants. Pas de larmes cette fois, juste de la clarté. Mais maintenant, je ne suis plus seulement vivante, dit-elle, je vis. Hope se retourna, les bras grands ouverts, courant vers eux d'un pas désordonné. Cette fois, Émilie courut la première. La lettre était pliée au dos du journal d'Émilie, coincée entre des pages usées par l'encre et le temps. Elle n'était pas destinée à être écrite maintenant, ni aujourd'hui ni demain. Elle était pour plus tard, pour un moment futur où Hope serait assez grande pour comprendre. Non pas les détails, mais la profondeur de leur vie. Elle l'écrivit tard un soir, après qu'Hope se soit endormie, blottie contre Marc sur le canapé, le souffle lent et régulier, les jambes emmêlées dans une couverture qui avait appartenu à Émilie enfant. La maison était silencieuse, un silence qui n'exigeait pas le silence, mais l'offrait comme un cadeau. Chère Hope, si tu lis ceci, c'est qu'assez de temps s'est écoulé pour que tu commences à te poser des questions sur qui nous étions, sur ce qui s'est passé avant que tu ne puisses te souvenir, sur la raison pour laquelle les gens te regardent parfois avec une douceur inexplicable. Je veux tout te dire, mais pas comme le font les médecins, les journalistes ou même ton père. Je veux te le dire comme ta mère, la femme qui t'a porté bien avant que tu puisses respirer, qui a senti tes premiers mouvements dans un monde sombre et sans rêve, et qui s'est réveillée non seulement pour elle-même, mais pour toi. Quand j'étais enceinte de toi, j'imaginais notre vie en fragments, les crêpes du samedi, les petites chaussures alignées devant la porte, les rires dans le couloir. Je n'imaginais pas les hôpitaux. Je n'imaginais pas les fils ni les bips des moniteurs. Je n'imaginais pas dormir pendant tes premiers pleurs. Mais la vie, mon amour, ne demande pas toujours la permission avant de tout changer. On dit que j'ai été dans le coma pendant 70 jours. Je ne me souviens pas de la plupart. Mais ton père, lui, s'en souvenait pour nous deux. Il est resté. Il a attendu. Il t'a fait la lecture. Il m'a murmuré des choses. Et quand j'ai enfin ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue n'était pas la lumière, c'était l'amour. Le sien. Le tien. Les gens appellent ça un miracle. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Ça ressemblait moins à un miracle qu'à un choix ou des centaines de milliers de petits choix faits chaque jour pour rester, pour lutter, pour croire en quelque chose d'invisible. Tu m'en as donné la raison. Ton battement de cœur en moi a rappelé au mien de continuer. Et quand je t'ai enfin serré dans mes bras, quand j'ai enfin senti ta peau et senti tes doigts se refermer sur les miens, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Que l'amour ne se résume pas à ce dont on se souvient. Il se résume à ce à quoi on s'accroche. Même dans l'obscurité, tu as appris à marcher dans un monde qui m'était encore inconnu. Et j'ai marché à tes côtés, un pas hésitant à la fois. Il y a eu des jours où nous sommes tombés tous les deux. Des jours où nous avons pleuré tous les deux. Mais nous avons continué à avancer ensemble. Maintenant, tu grandis, tu te poses des questions, tu t'interroges. Et je veux que tu saches ceci, tu n'as jamais été l'enfant d'une tragédie. Tu étais l'enfant de la persévérance, de la lumière, d'un amour qui ne s'est pas éteint simplement parce que l'un de nous s'est tu. Tu étais et seras toujours ma raison d'être. Si jamais la vie te paraît trop bruyante, trop compliquée, trop incertaine, je veux que tu te souviennes qu'un jour, nous avons tout reconstruit à partir de rien. Nous avons appris à marcher à nouveau ensemble pour que tu puisses affronter des épreuves, non pas par obligation, mais parce que tu es né de l'espoir. C'est ton nom, et c'est aussi ton héritage. Je t'aime toujours, maman. Elle l'a signé d'une main tremblante mais d'un cœur ferme. Les années passèrent. L'espoir grandit comme le font les enfants. Elle apprit à lire, puis à écrire. Elle racontait des histoires avec des détails saisissants, avait un rire qui sortait du ventre et un esprit qui posait des questions plus vite que les réponses ne pouvaient suivre. Elle ne se souvenait ni des machines, ni des infirmières, ni du silence des couloirs, mais elle se souvenait des promenades au parc, de la sensation de la main de sa mère, de la façon dont son père appelait sa petite lumière.
Le jour de ses 7 ans, Marc lui remit la lettre. Émilie se tenait près d'elle, les yeux fixés sur elle, les mains jointes. Hope l'ouvrit avec précaution, sentant qu'il s'agissait d'un objet sacré. Elle ne comprenait pas tous les mots, pas encore, mais elle en comprenait la forme. Elle leva les yeux, le regard vitreux. « Tu es vraiment revenu pour moi ?» demanda-t-elle. Émilie hocha la tête. « Pour toi, et à cause de toi. » Ils marchèrent main dans la main cet après-midi-là. Pas de destination, juste une promenade dans le quartier tandis que les pétales tombaient des arbres voisins. Hope sautillait devant, puis revenait en arrière. Elle regardait toujours derrière elle. Marc les observait de dos, une main dans sa poche, l'autre tenant l'écharpe d'Émilie. Il repensa à cette première nuit, aux salles d'attente froides et aux probabilités insurmontables. Puis il attendait avec impatience ce moment présent, la simple et extraordinaire vérité, ils étaient encore là. Pas pareils, mais entiers d'une manière qu'ils ignoraient. Émilie lui serra la main. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Mieux que bien. » Hope se retourna et cria « Allez, l'élan !» Ils rirent et coururent. Il n'y avait pas de public, pas de caméra, pas de médecin, pas de fanfare. Juste 3 personnes marchant vers un avenir non plus bâti sur la peur, mais sur la lumière du matin, sur le rire, sur le miracle tranquille et ordinaire de recommencer chaque jour. Et si Hope oubliait un jour les détails, ce serait parfait. Car quelque part, niché entre les pages d'une lettre et le rythme régulier de son cœur, une vérité l'attendait. Et si jamais on se sent perdu, sa mère avait écrit, regarde en arrière. Je serai là. Dans un monde où la douleur est souvent plus forte que l'espoir, c'est parfois le courage discret de continuer qui change tout. Émilie n'a pas seulement survécu, elle nous a montré ce que signifie vivre, vraiment vivre après avoir tout perdu. Et c'est peut-être l'histoire que nous avons tous besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou simplement rappelé l'essentiel, n'oubliez pas de vous abonner, d'autres histoires vraies de résilience et de rédemption vous attendent, et nous serions ravis de les partager avec vous.